Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Ilios Kotsou, docteur en psychologie et qui, avec d'autres auteurs, vient de publier aux éditions L'Iconoclaste ce livre « Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature ». Ilios Kotsou, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de poursuivre avec vous cette rencontre dans cette idée de prendre soin de la vie. On a bien vu l'importance de prendre soin de soi, mais aussi toute cette importance de prendre soin de l'autre. Qu'est-ce que vous entendez par prendre soin de l'autre? Je crois que cette question de prendre soin de l'autre, elle est fondamentale et elle est reliée vraiment à notre condition de femme et d'homme, d'être humain. Si on regarde le petit poulain, quand naît le petit poulain, quelques heures après, le petit poulain se met sur ses pattes et il se met à courir. Et donc il est pratiquement autonome dès la naissance. Si vous regardez la petite humaine ou le petit humain, quelques heures après sa naissance, si on l'abandonnait, il mourrait directement. Mais pas seulement quelques heures, quelques semaines après sa naissance, quelques mois après sa naissance et même quelques années après sa naissance, la petite humaine ou le petit humain a besoin de quoi? A besoin des autres. A besoin des autres non seulement pour survivre, mais a besoin des autres aussi pour grandir, pour s'épanouir, pour trouver sa place. Et donc, nous sommes une espèce relationnelle, nous sommes une espèce coopérative et nous avons fondamentalement besoin des autres. Et donc, rien que déjà pour ça, c'est essentiel. Et dans notre monde, on oublie parfois qu'on est tellement lié aux autres. Alors je crois que si on revient à l'idée de cette fameuse idée du siècle des Lumières, il y a une idée fondamentale, je pense tellement importante, qui était, c'est important de reconnaître la singularité de l'autre, en dehors des carcans sociaux et ainsi de suite, et de reconnaître des droits à la femme et à l'homme. Je pense qu'il y avait quelque chose de ça. Mais notre époque moderne, il me semble qu'elle a pris cette idée merveilleuse, mais qu'elle a distordue, en nous faisant croire qu'on est séparés les uns des autres, et donc on va vers un monde beaucoup plus de compétition, un monde où séparés les uns des autres, c'est comme si notre bien-être était opposé à celui des autres. L'idée de la compétition, par exemple, être premier de la classe ou première de la classe. Si on y réfléchit un peu, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il ne peut y avoir, par définition, qu'une première ou un premier de la classe. Donc on est premier, alors que tous les autres doivent être alors derrière. Et l'idée, bien sûr, de l'excellence n'est pas en contradiction avec une idée de coopération. Nous pourrions avoir plutôt une orientation vers est-ce que chacune et chacun pourrait donner le meilleur de lui-même, une émulation saine qui nous amène au meilleur de lui-même, plutôt que de mettre les gens les uns contre les autres en créant des personnalités en fait fragiles, narcissiques et fragiles, où chacun veut essayer de se comparer à l'autre et être meilleur que l'autre. Ça ne me semble pas être très sain. Si on amène ça plutôt à une question scientifique, on sait que dans les systèmes de motivation chez l'être humain, on a de grands systèmes motivationnels, et un des premiers systèmes, c'est le système qu'on appelle de la menace. Très simple à comprendre, un système de survie. Dès qu'on sent à l'extérieur un danger ou une menace, qu'est-ce qui se passe? 3 réactions: attaque, fuite ou s'immobiliser. Inhibition de l'action, comme on l'appelle. Et ce système de menace, malheureusement, lorsqu'il est activé, il nous amène à quoi? Il nous amène beaucoup plus souvent à la fuite ou à la violence, il nous amène à faire des séparations, à séparer entre nous et les autres, prendre plutôt soin de nous et attribuer à l'autre la cause de tous nos malheurs. Et on peut voir ça dans des époques où, par exemple, des réfugiés, tous ces chercheurs de refuge viennent toquer à nos portes parce que les conditions de vie sont impossibles chez eux. Lorsque c'est la peur qui nous dirige, la peur qui est activée parfois par l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? On va attribuer à l'autre tous les problèmes et on va se replier sur soi-même, ce qui n'amène pas, je pense, à long terme des sociétés plus paisibles. Il y a un deuxième système qui est plutôt un système qui est relié au statut, à la consommation. Et ce système-là, qui est extrêmement activé dans nos sociétés, il nous amène toujours à vouloir avoir plus. Sébastien Boller, dans son livre, très beau livre, Le bug humain, en parle très très bien. Et donc ce système de récompense, qui fonctionne par la récompense, nous donne toujours envie de plus. Et on peut imaginer que ce système, également relié à la consommation et à la compétition, ce n'est pas celui qui nous amène à entretenir les relations les plus saines pour une société paisible et qui fonctionne bien. Bien heureusement, on a un troisième système, et qui est le système qu'on appelle de l'affiliation, dont l'hormone très connue s'appelle l'ocytocine, une hormone qui est produite par exemple au moment de la lactation, une hormone de l'attachement. Et ce système de l'affiliation, il nous amène à quoi? À prendre soin. Donc, il nous motive à prendre soin de l'autre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire et de merveilleux, heureusement, c'est que lorsqu'on active ce système de l'affiliation, du soin, du lien, il va avoir pour effet de désactiver les autres. Et donc, il est comme un antidote. Et c'est une bonne nouvelle, non? C'est de se dire, on a là quelque chose de concret, on peut désactiver les systèmes qui, au fond, menacent la cohésion sociale en activant
ce système de coopération. D'autres éléments, il y a énormément d'études aujourd'hui, notamment je pense à deux épidémiologistes britanniques, Wilkinson et sa collègue Pickett, qui ont montré que les inégalités sociales étaient vraiment dangereuses et mauvaises pour nos sociétés. Et elles sont mauvaises pour tout le monde, elles sont reliées à des troubles psychiatriques, à des consommations de substances, à de la violence. Et donc, avoir une société qui va vers plus d'inégalités, c'est tout simplement mauvais pour tout le monde, il n'y a pas une question d'idéologie là derrière. Et donc, si nous voulons vivre bien et vivre en paix, le chemin à prendre, c'est le chemin d'une forme d'égalité et de prendre soin de l'autre, des autres et de nos relations. Et finalement, quand je vous entends, c'est un petit peu prendre conscience que l'être humain est né d'une relation et est nourri par les relations. C'est ce qui fait sa spécificité. Vous le dites beaucoup mieux que moi, parce que tout ce que j'ai dit avant, vous le résumez très bien. C'est vraiment ça, nous sommes des êtres relationnels et nous devons reprendre conscience que ce qui est important, c'est les relations, ce sont les liens, bien évidemment, c'est ça. Et alors, il y a bien sûr des choses qu'on peut faire. Ceci dit, on en fait déjà beaucoup. Si on regarde en Belgique, il y a plusieurs millions, je pense près de 2 millions de personnes qui sont engagées dans le bénévolat. Et donc voilà déjà toutes ces personnes qui ont le souci de l'autre, puisqu'ils prennent de leur temps sans retirer aucun avantage matériel pour aller prendre soin d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est merveilleux. Ce qu'il y a, je pense, c'est qu'au niveau social, on a besoin de mettre cela en avant et d'éclairer peut-être un peu plus ces grandes figures qui prennent soin de l'autre. Je pense à un exemple, cette capitaine de bateau allemande, Carola Rackete, extraordinaire, non, qui a brisé le blocus en Italie avec son bateau rempli de réfugiés, parce que sinon, leur vie était en péril. Et elle a fait ça, évidemment, au péril de son bien-être elle, puisqu'elle savait qu'elle prenait des risques, mais elle l'a fait de manière très juste. Elle ne l'a pas fait dans une attitude violente, puisqu'elle a prévenu les personnes, elle ne voulait pas de blesser. Elle l'a fait vraiment dans une attitude du care et du soin de l'autre. Donc ce souci vraiment de l'autre. Ça me fait penser aussi à, je sais que vous aimez la philosophie, à Emmanuel Kant, qui nous dit, vous allez le dire mieux que moi, mais fais toujours attention dans tes relations aux autres, de traiter l'autre, jamais uniquement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Et donc cessons d'instrumentaliser nos relations, donc traiter des gens comme des ressources, ça peut paraître joli, mais je pense que les femmes et les hommes ne sont pas des ressources à exploiter. Ce sont des êtres, ce sont des sujets avec lesquels nous avons besoin d'installer des relations positives, saines et nourrissantes. Avoir une société régénératrice, c'est que nos liens soient régénérateurs. Mais il peut arriver quand même que certains liens sont complexes. Et parfois, il faut aussi se protéger de certains liens. Comment est-ce que l'on prend quand même soin de l'autre quand l'autre devient menace? Vous avez raison, évidemment. Je m'entends parler et je me dis que tout ça peut paraître parfois un peu exagéré. Il est une évidence qu'on ne peut pas nier les difficultés relationnelles, les difficultés sociales, les conflits, ainsi de suite. Mais je pense que l'orientation qu'on a là, quand on cultive cette forme, on pourrait appeler d'empathie et un peu plus loin de compassion, ça nous amène non pas à ne pas nous protéger, mais peut-être que reconnaître que chez l'autre, même quand l'autre a des comportements qui peuvent paraître dangereux, ces comportements ne viennent pas d'une nature mauvaise qui est en l'autre, mais à nouveau d'un problème relationnel, un problème que l'autre a avec lui-même, un problème de santé mentale peut-être, un problème de grande souffrance que l'autre ne gère pas, mais qui n'est pas dans la nature de l'être humain. Donc on peut considérer l'intention positive, la nature positive, profondément positive, singulière de l'individu devant nous, tout en étant très lucide avec le fait que ce comportement-là peut être nocif. Et donc s'il est nocif, surtout pour le groupe le plus vaste, que fait-on pour s'en protéger, pour prendre de la distance, pour normer, bien évidemment. Et je ne pense pas que les choses soient si faciles, évidemment, mais il y a quelque chose à faire. Et ça me faisait penser aussi, l'être humain, on le sait aujourd'hui, Mathieu Ricard a beaucoup fait pour ça, qui est un des auteurs du livre, est câblé naturellement pour l'altruisme. Le petit enfant, on voit un petit bébé, si on lui montre, à l'âge de 6 mois, préverbal, on lui montre 2 petites peluches, et qu'on leur fait jouer des rôles. L'une essaye d'aider un congénère peluche, et l'autre fait le contraire. L'enfant, naturellement, est davantage attiré par la peluche qui montre des comportements empathiques et altruistes. Donc vous voyez qu'on est câblé pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable du pire, ça on le savait déjà. On ne parle que de ça d'ailleurs, dans les littératures ou à la télévision. Mais on est aussi câblé pour l'altruisme. Et donc voir ça, c'est quelque chose de très optimiste, mais n'oublions pas que cette empathie, malheureusement, et c'est ce que remettent en question des chercheurs comme Paul Bloom, qui a écrit un livre qui s'appelle « Contre l'empathie ». Pourquoi ? Il nous pointe les risques qui est, dans les moments à nouveau où il y a de la peur et des tensions, nous sommes à risque de quoi ? De prendre soin de nos proches, de ceux que nous aimons, de nos enfants, de notre famille, de notre groupe d'appartenance, et d'oublier, et parfois même de maltraiter, les gens qu'on considère comme étant extérieurs.
Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir étendre cette empathie-là, et que ce concept que Mathieu Ricard défend beaucoup, qui est la compassion, Paul Bloom aussi, nous dit on peut étendre ça, ne pas rester uniquement dans cette forme de résonance, uniquement affective, mais l'étendre par notre ouverture de cœur et notre intelligence à l'ensemble des humains et aux vivants. Et donc, c'est ce qu'il appelle la compassion. Iles Coetzee, merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur cette compassion dans un prochain magazine. Nous arrivons déjà au terme de celui-ci. Merci de votre fidélité. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.